Bonjour à tous et bienvenue sur Let's Find Out, le podcast qui transmet les expériences de levée de fonds des entrepreneurs de l'écosystème. Je suis Jérémy Navon, le fondateur de Pitch My Startup, et depuis des années, j'accompagne les entrepreneurs à préparer leur rencontre avec les investisseurs. À chaque épisode, je m'intéresse au parcours d'un entrepreneur et aux grandes étapes de ses différentes levées de fonds. Attention, vous êtes sur le point de découvrir l'envers du décor. Qu'est-ce qui se cache derrière les millions d'euros levés, les articles élogieux que vous voyez passer tous les jours dans les médias? On estime souvent à tort qu'elles font la valeur des startups et qu'elles permettent de mesurer le degré de réussite des acteurs de l'écosystème. Mais qu'en est-il vraiment? L'objectif de ce podcast, vous faire découvrir des entrepreneurs exceptionnels et leur levée de fonds. Pourquoi ont-ils levé? Comment ont-ils choisi leurs investisseurs? Quelles ont été leurs plus grosses galères et leurs plus grandes réussites? Alors pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Attention au décollage, let's find out, ça commence maintenant. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Mathieu Burin d'EMEA. Salut Mathieu. Bonjour Jérémy. Ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors très rapidement, chez EMEA, vous vous définissez comme un studio d'architectes et de rénovation. Vous êtes en fait une plateforme qui accompagne les particuliers de A à Z dans leurs travaux. Vous avez été fondé en 2015, ça fait donc 8 ans que vous existez. Pendant ce laps de temps, vous avez fait 3 levées de fonds dont tu vas nous parler aujourd'hui. Vous êtes entre 80 et 90 salariés. Vous êtes aujourd'hui présent dans plus de 10 villes françaises avec une ambition forte d'être dans les 30 grandes capitales françaises. Ville Grandes villes, métropoles françaises d'ici 24 mois. Exactement. Et vous êtes également une entreprise à mission. Tu pourras nous en dire un peu plus. Exactement. Du coup, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à cette présentation? Non, ce que tu as dit est très vrai. Peut-être quelques chiffres pour positionner. Donc, la boîte créée en 2015. On a eu en effet 3 levées de fonds qui ont permis d'accélérer le développement géographique en termes d'équipe, en termes de produits, en termes de services. En quelques mots et en une phrase pour expliquer ce qu'on fait chez EMEA. EMEA, donc, c'est un studio d'architecture et de rénovation. On prend par la main les particuliers qui souhaitent rénover leur appartement, leur maison, avec une phase conception, puisqu'on a des architectes d'intérieur et chez nous pour accompagner sur les phases conception, plan 2D, plan 3D, structuration du projet. On va avoir et on va travailler avec des bureaux d'études thermiques et structurels pour les phases un peu plus complexes et notamment sur toute la partie de structuration des projets de rénovation architecture et énergétique, pardon. Et après, on accompagne jusqu'à la fin puisqu'on va avoir la partie sélection des matériaux, on va avoir tout un tas de garanties qui existent nulle part sur le marché, on va avoir tous les paiements qui sont sécurisés, qui passent par chez nous, on va avoir une plateforme de suivi de chantier avec une validation, contre-validation des étapes pour bien valider que le planning est respecté. Et puis après, on a des engagements sur la qualité, sur les délais et sur le prix. Donc le but, c'est vraiment de dire, je prends par la main le particulier, je l'accompagne de A à Z et je fais qu'avec son expérience, elle est au niveau qu'elle est en droit d'attendre en 2023-2024 avec des outils digitaux simplifiants, sécurisants et une super satisfaction client pour que ça se passe bien. Et voilà. Génial. Alors, on a la chance de se connaître depuis maintenant quelques années, depuis presque le tout début, oui. 2016, et donc je suis l'aventure d'EMEA, anciennement Travolib. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans ce domaine-là? Parce qu'en fait, on entend forcément beaucoup d'entrepreneurs de la tech. Les travaux, c'est rarement un sujet dans lequel ils se lancent. C'est assez loin. Ouais, en fait, c'est ça qui est très intéressant et la particularité de mon profil, c'est que moi, je suis de formation, je suis ingénieur travaux. Donc, j'ai fait l'école spéciale des travaux publics à Paris. Et en fait, depuis que je suis gamin, je voulais vraiment monter cette boîte de rénovation. Je suis très bricoleur, j'adore changer les trucs, bidouiller. Et à mes heures perdues, c'est un truc qui me détend beaucoup et qui me plaît. Parce que je trouve que c'est très satisfaisant, les travaux, quand c'est bien fait. Et ça permet d'être très content d'avoir un cadre de vie, un lieu de vie qui a son image et qui est beau. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et donc la petite histoire, c'est que moi, j'ai eu la chance de passer tous mes étés avec mon grand-père et il avait un mât qui était en fait une ancienne ferme et ils ont totalement tout refait. Et donc en fait, chaque été, moi je voyais les évolutions et on mettait la main à la pâte. Donc en fait, c'est quelque chose qui m'a plu. Et là, j'ai tellement des beaux souvenirs sur cette maison que en fait, je me suis dit, waouh, pourquoi j'en ferais pas de mon métier? Et après, au fur et à mesure, quand j'ai regardé ce marché-là, ce marché, il est terrible parce que si on regarde les chiffres, c'est que la façon de faire les travaux n'a quasiment pas changé depuis plus de 50 ans. En fait, on est toujours sur un peu à la mano, des entrepreneurs qui ont de l'or dans les mains, mais en fait qui sont très brouillons, qui ne sont pas structurés, qui utilisent finalement assez peu d'outils digitaux.
Et tout ça me fait dire, waouh, en fait, il y a vraiment une opportunité de dingue. Il y avait le taux de satisfaction qui était la stat quand on a lancé la boîte en 2015, c'est il y a un Français sur deux qui n'est pas satisfait. C'est la stat de l'ADEME. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est encore plus vrai parce que tous les sujets de rénovation énergétique, on est en train de venir sur une sorte de structuration financière. Donc, on a changé de paradigme. Les entrepreneurs, c'est plus juste, si tu as l'or dans les mains et tu es un peu organisé, ça va le faire. Non, parce qu'en fait, il faut que tu m'aides sur la partie financière, sur les différentes aides, sur les spécificités techniques. Est-ce que je fais d'abord une pompe à chaleur? Est-ce que je fais de l'isolation? C'est quoi la priorisation des travaux, etc. Donc en fait, on est en train de venir sur une professionnalisation du métier et en fait, les entrepreneurs sont un peu laissés sur le bas-côté parce qu'ils ne veulent pas le faire et que ça ne les intéresse pas et que ce côté conseil, ça les a toujours un peu saoulés. Et donc, il y a des entreprises comme EMEA qui vont accompagner, qui vont structurer une offre de service de A à Z sur étagère en disant je te prends par la main de A à Z. On ne sera pas les moins chers, on va être 2, 3, 4, 5% plus cher. Par contre, il y a un fil conducteur, il y a des garanties, il y a plein de choses qui n'existent pas qu'un entrepreneur seul en direct ne peut pas proposer. Donc ça, c'est un peu la spécificité. Et l'autre chose, c'est que moi, j'ai toujours été assez très tech et très digital. Donc en fait, moi, je voulais construire un peu le meilleur des deux mondes avec une partie expertise métier. On fait des travaux, on sait le faire. Moi, j'ai bossé un peu chez Bouygues Construction avant de lancer EMEA. Et en même temps, une boîte assez tech, puisque finalement, il y a plein d'outils de gestion de projet, d'accompagnement sur les sécurisations. Et donc, on a un peu le meilleur des deux mondes. Et en fait, ça n'existe pas parce que en fait, ça ne fait pas rêver les travaux. C'est très compliqué pendant très longtemps. Alors, c'est un gros sujet. Les fonds, ça ne les faisait pas rêver parce que c'est beaucoup d'opérationnel. Et là, il y a eu un basculement depuis 2, 3, 4 ans parce qu'en fait, on se rend compte que si on veut avoir un impact, les travaux, c'est 30% des émissions de CO2 en France. Ouais. Donc, si on veut rénover, si on veut réduire l'impact carbone du bâtiment et enfin des habitations et donc du résidentiel, du bâtiment en France, en fait, c'est le plus gros moyen qu'on a aujourd'hui à faire. Donc, une fois qu'on se dit ça, ok, est-ce qu'on préfère mettre de l'argent et des levées de fonds dans du SaaS qui fait de la fiche de paye ou dans des plateformes qui font des travaux, qui accompagnent, qui créent des lieux de vie, qui accompagnent les conditions, qui permettent de réduire la facture énergétique, réduire la précarité, avoir plus de conseils, plus de confort. Voilà, donc c'est un truc qui me tient plutôt aux tripes. Et oui, ça fait 8 ans et j'ai hâte, en fait, vu tout ce qu'on a fait en 8 ans, j'ai hâte de regarder où on sera dans 5-10 ans, quoi. Bah ouais. Du coup, effectivement, pour partir de la vision forte que tu avais au début, en 2015, et arriver déjà jusqu'à aujourd'hui, et à une plateforme vraiment numérique, et cette entreprise que tu as montée, tu as dû faire un certain nombre de levées de fonds. Est-ce que tu peux nous refaire la chronologie de ces différentes levées de fonds, et puis aussi nous dire pourquoi tu as levé à chaque fois? Quel était ton objectif sur la première, la deuxième, la troisième levée de fonds? Ouais, avec plaisir. Donc, on a eu au total 3 levées de fonds, mais peut-être ce qui est intéressant pour comprendre si on rentre vraiment dans la genèse, on a eu un prêt d'honneur. Donc, on a commencé en 2015 commercialement, on a commencé 2016 commercialement. On a été accompagné par ce qui s'appelait à l'époque Scientipol Initiative, qui s'appelle maintenant Wilco, et qui était donc un prêt d'honneur 40 000 euros. Donc, on était 2 associés, 20 000 euros chacun. Donc, un prêt d'honneur en perso, pour pouvoir commencer à lancer la machine, parce que moi j'avais 24 ans, j'avais pas d'épargne, je voulais pas demander d'aide à personne, et donc on s'est dit ok, on va faire quelque chose en perso pour être capable de mettre un peu d'huile pour commencer à lancer la machine. Donc ça, c'était notre premier financement. En général, les gens peuvent faire appel à des business angels ou du love family. Nous, on avait décidé de faire ça avec un prêt d'honneur, on avait la possibilité de le faire. Donc ça, c'était notre premier financement qui était mi-2016, vraiment pour commencer commercialement à développer la société. Et puis ça te donne de la confiance. On se dit qu'il y a des gens qui sont prêts à nous en prêter. En tout cas, c'est vrai que c'est un premier indicateur. C'était tout petit, on était 4, 5, 6 à l'époque, mais ça permet de payer ses premiers salaires, ça permet d'avoir des locaux, ça permet de commencer à avoir des premiers clients. Donc c'est vraiment la première étape. C'est pour ça que moi, je dis toujours que c'est notre première étape de financement, c'était celle-là. Et après, on a bien accéléré. On est passé à 5, 6, 7, 8 collaborateurs. On lève de l'argent donc fin 2016, début 2017. Avec Kima, qui est le fonds de Xavier Niel, et avec Jean de la Roche-Brochard, et donc Brega, avec Maximilien Bacot, et en tout, on lève 1 million en equity, et on aura 1,8 million avec l'aide de la BPI, donc la Banque publique d'investissement, qui accompagne sur cette levée de fonds. Donc ça, c'est la première. Du coup, l'objectif de cette première levée de fonds, c'est valider l'adéquation produit avec le marché, commencer à pouvoir être un tout petit peu plus structuré et passer de 5 à 15-20 collaborateurs, commencer à structurer un peu en marketing, un petit peu en produit. En fait, c'est vraiment les débuts et c'est commencer à structurer. C'est déjà une levée de fonds importante pour l'époque, quand même, déjà 1 million.
C'était bien, mais après c'était un marché qui plaisait, on avait un super fit avec les investisseurs, ça fonctionnait. Donc oui, pour l'époque, c'était une jolie levée. Maintenant, alors même si les règles ont changé là, en 2023, mais sur le seed, c'est toujours le cas en fait. Oui, c'est plutôt 1, 2, 3 maintenant. Mais à l'époque, c'était plutôt 500 000. Donc oui, c'était une jolie levée. Après, le marché est vraiment énorme. On avait montré qu'on était cohérent dans notre approche. L'équipe fondatrice, elle était sérieuse. On avait les premiers succès commerciaux. Donc voilà, ça s'est bien passé. C'était un des premiers investissements de Jean chez Kima à l'époque, en 2016 ? Non, je crois pas. Ils en ont fait tellement que je sais plus. Mais en tout cas, on avait le mix et moi, je voulais vraiment avoir un peu les deux et vraiment très content de cette première levée. Donc ça, c'était en 2017. On accélère, on commence à ouvrir Lyon et à se déployer un peu pour avoir un différent modèle. On accélère sur la partie partenariat, on crée des nouveaux services. À cette époque-là, on crée la garantie EMEA qu'on avait développée avec AXA, qui était capable de garantir les chantiers jusqu'à 500 000 euros. Donc, enfin, on développe des offres de services qui n'existent pas sur le marché. On continue et la boîte grossit. On structure aussi, parce qu'à l'époque, moi j'étais au four et au moulin toute la journée, et donc on se dit pour préparer la prochaine étape qui était la série A qui viendra, enfin la pré-série A qui viendra en 2019, à l'été, juillet-août 2019. On cherche à structurer l'équipe avec notamment des middle managers et ou un directeur général pour aider sur les opérations. C'est là où moi je rencontrerai Yann qui deviendra notre DG par la suite et avec qui on est toujours ensemble depuis ce temps-là. Et donc le but était de dire, OK, comment je structure la boîte et comment je prépare la société pour la faire passer de 20 à 50 personnes. Okay. Donc la première étape, le site était de 4, 5 à 20. Le pré-série A, c'était de 20 à 50. Et après, viendra du coup la troisième levée, qui est pour le coup notre série A, avec un modèle qui était un peu différent, parce que là, on commençait en fait à avoir des chiffres qui étaient solides. On montrait que sur certains mois, on était rentable. Donc, les fondamentaux business étaient là, le marché était là. On avait prouvé aussi qu'on était capable d'attirer des talents, parce qu'on avait recruté des super talents sur des postes bien spécifiques sur lesquels on n'était pas assez bon. Et donc, on savait s'entourer. On avait commencé à avoir notre garde rapprochée. Donc là, on commence à passer une autre étape. On a des BP qui commencent vraiment à ressembler des BP, où on maîtrise ce qu'on met et qui n'est pas du doigt mouillé. Le BP de seed, en fait, il veut strictement rien dire, alors que le BP de série A, 3-4 ans après, là, on commence à bien maîtriser. Et donc, on lève en début d'année, donc 2023. En janvier, on l'annonce en janvier, on le close en novembre-décembre 2022 avec LBO. Donc, la spécificité, c'était que le LBO, c'était un fonds qui est un fonds à impact, qui correspondait bien à ce que nous, on avait envie de faire, et surtout qui est très connecté sur l'immobilier. Puisque en fait, historiquement, ils sont sur du LBO, d'où leur nom, mais nous, on est vraiment sur le fonds VC PropTech, et ça nous allait bien parce qu'on a beaucoup de sujets, beaucoup d'enjeux avec des partenaires sur tout ce qui est l'immobilier, les banques, les assurances, les courtiers, et donc ils avaient un gros réseau de par leurs entrepreneurs et leur réseau interne. Donc on avait choisi la spécificité plutôt technique, là où sur la pré-série A de 5 millions, c'était avec Daphne, et eux, c'était un fonds vraiment financier qui est très reconnu sur l'écosystème, mais qui était plus sur le côté ville et techno. Donc, si je récapitule pour tout le monde, janvier 2017, Brega et Kima, 1,8 million avec la dette. Juillet-août 2019, donc un peu plus de 2 ans et demi après, Daphne avec Brega. Et janvier 2023, sachant qu'il y a eu le Covid, etc. entre-temps, LBO et Daphne, plus de la dette pour 10 millions d'euros. Ok. Du coup, est-ce que c'est clair ? Ouais, c'est très clair. Donc, on a 15 plus 2, presque 17. Ouais, avec à chaque fois un peu de dette, un peu de BPI et un format qui change au fur et à mesure de la structuration de la boîte, sur lequel, moi, je considère que série A, donc la dernière levée, on commence à avoir des chiffres qui sont vraiment cohérents, on est capable d'approuver que le modèle est rentable. Et donc là, c'est plutôt dire, OK, est-ce que je veux m'arrêter là ? Est-ce que je veux être une PME ? Ce qui est très bien. Ou est-ce que je veux me donner les moyens d'accélérer, de passer à plutôt une scale-up, passer de 50 à 100, 200, avoir un maillage national, avoir une marque de référence, construire une marque.
Même si, en fait, construire une marque sur les travaux, ça coûtera des dizaines de millions, beaucoup plus que ce qu'on a levé. Mais en tout cas, ça, c'est un truc, c'est une ambition de dire on veut créer un nouveau standard de confiance et de qualité sur ce marché-là, qu'il mérite. Il y a finalement assez peu d'entrepreneurs qui ont cette fibre à la fois techno et BTP expertise. Et donc, comme on fait partie de ces gens-là, on est plutôt flagué plutôt positivement. Et donc, le gros point positif, c'est qu'à chaque fois, les fonds qui avaient mis de l'argent juste avant étaient promoteurs et à chaque fois remettaient et suivaient et même faisaient un surprorata. Donc ça, c'est un super signal et moi, je les remercie puisque ça veut dire qu'ils ont vu qu'on savait délivrer, qu'on savait exécuter, qu'on était sérieux dans notre gestion d'entreprise et finalement qu'on avait envie de se donner collectivement les moyens pour aller plus loin ensemble. Génial, ça c'est idéal. Ouais, je sais pas si c'est idéal parce que le chemin n'était pas parfait, mais en tout cas, c'est un vrai signal de confiance et je pense que là, ce qu'on disait tout à l'heure en off, mais le marché, le paradigme des levées de fonds a tellement changé et ce qui est, je pense, sain. Peut-être que ça a changé un peu trop vite et ça va se rééquilibrer dans 2, 3, 4 ans, mais dire que en fait, le but d'une boîte, c'est quand même d'être rentable, c'est d'avoir des clients satisfaits et d'avoir un impact sur la vie des gens qui est positif. Je pense que c'est quand même un triptyque qui est hyper important et qu'on a un tout petit peu oublié quand on levait des centaines de millions pour aller juste plus vite. Finalement, à quoi bon, quoi. Alors, je te propose que maintenant, on rentre dans le détail de comment ça s'est passé. Avec plaisir. Parce que, comme tu disais, il y a 10 secondes, en fait, oui, là, tu nous racontes l'histoire, ça paraît simple en tant que tel, mais forcément, en fait, ça se prépare. C'est beaucoup de travail, des réussites et parfois aussi des moments assez difficiles. Comment, toi, tu t'organises pour tes roadshows ? Alors les 2 premiers roadshows, on les avait fait. Alors le premier roadshow, je l'avais fait seul. Le deuxième, je l'avais fait avec du coup Yann, notre directeur général. Et celui-là, on a pris le dernier, on a pris une banque d'affaires qui s'appelle Ader, super équipe qui nous a accompagnés. Et donc peut-être se focuser sur pourquoi on a pris un lever sur la dernière, VS pourquoi celle d'avant on l'avait fait un peu toute seule. La grande spécificité d'une levée de fonds, en tout cas dans notre cas, c'est que donc ce que j'ai dit, c'est que secteur assez peu sexy. Assez peu sexy parce qu'en fait c'est de l'opération. On n'est pas le vanilla du SaaS, Enterprise, Software où il y a beaucoup de marge quand on arrête d'investir. Nous on fait des opérations, plus on fait de chantier, mine de rien, plus il y a d'opérations et donc plus il y a de sujets à gérer parce que par définition c'est de l'aléa. C'est pareil que de la logistique. Enfin, c'est ces secteurs-là qui sont en fait hyper importants mais où il y a des opérations. Donc c'est déjà moins de scale qu'un plateforme site. En fait, est-ce que les investisseurs qui rentrent, est-ce qu'ils veulent du scale ou est-ce qu'ils veulent de l'impact ? En fait, on en revient à... On a 100 fois plus d'impact que des gens qui, je prends toujours avec beaucoup de bienveillance, mais ceux qui font les fiches de salaire, les fiches de paie. Mais en fait, fondamentalement, oui, c'est nécessaire et c'est nécessaire pour payer les gens. Mais en fait, l'impact, finalement, est-ce que l'ancienne version ou la nouvelle est plus ou moins compliquée ou plus ou moins bien, je ne sais pas. Là, par définition, on prend un marché qui est cassé, où il y a un taux d'insatisfaction qui est faible, sur lequel on a un objectif énorme de 500 000 logements par an, avec tous les sujets de passoires énergétiques qui vont sortir du parc de location, avec une tension locative hyper forte, avec une déprime du marché immobilier en ce moment, là, 2023, avec des taux qui ont explosé, qu'on fait x2, x3, là, qui sont en moyenne à 3, 4, 5% en ce moment. Donc, en fait, marché qui est en train qui est en ébullition dans tous les côtés. Et donc, en fait, il faut des boîtes qui sont capables de se réinventer, qui sont capables de proposer une proposition de valeur, de service, d'accompagnement, d'offres sur un marché qui est plus compliqué qu'avant. Et en même temps, qui va que faire se complexifier parce qu'on va rajouter des aides, on va rajouter de la subvention publique, on va rajouter des obligations. Et donc, ce sujet-là, de dire, OK, est-ce que finalement les VC, ils préfèrent des boîtes à impact ou ils préfèrent des boîtes qui scale et sur lesquelles, si je mets 1 million de plus tous les mois en Google, est-ce que je vais pouvoir faire 2 millions de plus de résultats ? Donc voilà, donc ça, c'est un peu le sujet. Et donc, on décide de prendre des levers parce que la levée, comment on se prépare pour revenir à ta question ? Déjà, c'est quel est le plan qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Cet argent qu'on va lever, il sert à quoi ? Donc, c'est déjà être capable d'expliquer l'histoire. Est-ce que l'histoire elle résonne ? Et donc, l'avantage et l'inconvénient des levers, c'est comme ils sont sur un modèle de pur au succès. C'est que c'est eux qui choisissent leur dossier. Donc ça veut dire, et en fait c'est très bien, ça veut dire qu'en fait quand on commence à aller voir 3-4 levers en disant vous pensez quoi de ce dossier, eux ils sont déjà en train de se dire ok, ce dossier avec les chiffres qu'ils vont avoir, les bonnes nouvelles qu'ils vont avoir, la tendance du marché, je suis capable et je suis sûr en fait de trouver 1 ou 2 acteurs qui va suivre. Donc en fait eux ils sont déjà en train de regarder selon les règles, et ça c'est très important, c'est quand je lève de l'argent, il faut vraiment comprendre les règles auxquelles on joue. Et en fait je lève de l'argent pour accélérer et pas pour faire une PME parce que je veux faire
un minimum x2, x3 sur l'investissement. Et si je suis pas capable de faire ça, en fait, il faut pas prendre de l'argent VC. Il faut être rentable, il faut aller chercher de l'argent de banque, etc., ou de l'argent de ses clients, qui est toujours le meilleur argent. Donc ça, c'est déjà connaître les règles du jeu. Et donc, comme les leveurs de fonds sont sur un modèle d'objectif commun partagé qui est si je lève, tu vas prendre une commission sur le montant qui est levé. En fait, c'est très fair. Et donc, eux, ils sont déjà en train de se dire, OK, est-ce que cette boîte-là, elle rentre dans les clous ou pas? Et donc, le gros avantage que nous, on voyait, c'est qu'en fait, comme ils sont au contact de centaines d'entrepreneurs, ils ont déjà ce réseau-là. Et en fait, avant de prendre le dossier, ce qui se passe, c'est qu'ils vont appeler, ils vont pitcher sans donner le nom de la boîte, en disant, voilà, j'ai une boîte qui est dans les travaux, qui a une jolie croissance. On faisait x2, un peu plus de x2 et demi year over year. Donc en fait, plutôt rentable. On a des mois où on était rentable et on avait une super croissance. Et ils testent un peu l'appétence par rapport au marché. On en revient encore, marché pas sexy, brick and mortar qui fait un peu chier tout le monde. Ouais. Et donc ils testent ça. Et finalement, ils disent ouais, en fait, on a testé. Franchement, on est à peu près convaincu qu'on va vous trouver entre 5 et 10 acteurs qui auront envie d'aller voir, de creuser, qui vont faire le sujet. Et donc là, on se dit, OK, on se tape dans la main et on passe sur un roadshow. Donc un roadshow, c'est vraiment ultra structuré. Et l'avantage d'un lever, c'est que en fait, ils savent structurer les différentes étapes. C'est leur métier. C'est leur métier. Donc c'est, grosso modo, c'est un truc d'ingénieur. Hein, c'est de la gestion de projet. C'est j'ai mon R1. Mon R1, il y a 20% de conversion vers mon R2. Mon R2, j'ai en général entre 30 et 50% de conversion. Et après, plus je suis en R3, R4, R5, ça se tend. Il y a de la négo. On rentre dans les sujets, il y a plein de choses, mais a priori, si, et comme on bosse avec un lever, en fait, ce que j'annonce en R1, R2, finalement, les chiffres sont vrais, il n'y a pas de mauvaise surprise, en fait, a priori, on va creuser le fit avec les fondeurs, on va creuser, on va regarder l'équipe, qu'est-ce qu'elle vaut, les avis clients, etc. Mais grosso modo, plus on avance, normalement, plus on arrive à mettre dans la seringue 2, 3, 4, en général, il faut avoir 2, 3, 4 acteurs à qui on plaît. Nous, on a bien évidemment nos préférences en termes de feeling, en termes de notoriété de fonds. Et puis après, il y a aussi la réalité business qui est, nous, on a lancé notre levée de fonds en février-mars 2022. Je rappelle que guerre en Ukraine, c'est fin février. Donc déjà, on se dit, oh là, quel est l'impact de ce truc-là? Les taux et l'inflation avaient déjà commencé à augmenter. Et aux États-Unis, ils ont eu 12 mois d'avance. Donc ça avait commencé déjà à baisser violemment les levées de fonds. Donc en fait, fondamentalement, les levées de fonds, en fait, finalement, on avait regardé que les montants de levée étaient quasiment identiques. Par contre, les critères étaient beaucoup, beaucoup plus exigeants. Et donc, ils préféraient mettre plus d'argent sur un nombre restreint de boîtes. Et donc, on arrive dans ce modèle-là. Nous, on dit, waouh, on avait une super croissance. Donc, heureusement qu'on a eu ça, sinon, en fait, on n'aurait pas levé. Et donc, ça prouvait la viabilité du modèle, la qualité de l'équipe, parce qu'en fait, c'est pas que les fondateurs, c'est tous les collaborateurs qui sont au service d'une cause. Il y a une vraie intensité, en fait, dans un roadshow. Oui, en fait, finalement, les fonds, ils voient les fondateurs ou les dirigeants. Mais en gros, en fait, cette tension où il n'y a pas les fondateurs dans les bureaux tous les jours, parce qu'en fait, on a 2, 3, 4 rendez-vous tous les jours. En fait, il se sent, et cette dynamique, cette énergie, elle se sent. Et donc, c'est comment, pendant une durée quand même qui est assez longue, parce que 3, 4, 5 mois où on est de façon très intense, nous c'était février-mars, et ça c'est, on avait nos offres en juillet, et après il y a eu tout le sujet légal avec la paperasse, les checks administratifs, etc. Mais en fait, c'est quand même 4, 5, 6 mois ultra intenses, et il faut suivre, il faut accompagner, et puis il faut avoir les bonnes nouvelles aussi. Donc, il faut alimenter les bonnes nouvelles, parce qu'en fait, c'est une histoire qu'on raconte. Bien évidemment, on a les chiffres qui, pour le coup, changent pas, et c'est un Excel, donc ça, c'est facile. Mais en fait, il y a quelles sont les bonnes news, les victoires qu'on raconte, et aussi comment on va les raconter. Exactement, comment on va les raconter. Et puis aussi, il y a des cailloux. Par définition, on va avoir des cailloux qui se mettent. Donc, comment, en fait, on se dit, ça, nous, on commençait à avoir les taux qui commençaient à augmenter. Il y avait un peu moins de transactions. C'était le début. Donc, en fait, comment on jongle avec les bonnes nouvelles et les moins bonnes, parce que par définition, il y en a, et les gens le savent. Hein. Et puis après, comment en même temps on crée une tension sur le deal, parce qu'en fait, c'est de l'offre et de la demande. Donc, si j'ai de l'offre et de la demande, j'ai une capacité de négociation qui est plus forte. Et si j'ai moins d'offres et s'il y a des gens qui sont moins intéressés, soit je décide d'arrêter et de recommencer plus tard, soit je continue, mais les conditions dans lesquelles je vais signer sont moins intéressantes. Donc, c'est vraiment cette tension-là, et c'est sur des cycles qui sont longs, donc c'est vraiment un marathon. Nous, on a eu je pense qu'on a eu la chance, ça a mis 6 mois, si j'enlève les 2-3 mois de closing avec la paperasse, etc. Mais grosso modo, c'était quand même 4, 5, 6 mois d'intensité. Et j'ai en plus, moi, une super nouvelle en perso, c'est que j'ai ma petite fille le 28 avril qui arrive, donc en plein milieu du roadshow. Donc ça remet un niveau d'intensité qui est maximal. Et en fait, une fois que c'est passé, c'est des super moments. Mais quand on est au moment, il faut s'accrocher. Il faut avoir une routine, il faut avoir une discipline perso, il faut essayer de dormir un maximum. Donc c'est très intense. Ok, génial. Alors du coup, cette routine, cette discipline perso, est-ce que tu peux nous la décrire? Ouais, avec plaisir.
Moi, je suis quelqu'un de, je pense, assez énergique et j'ai besoin de faire beaucoup de sport. Enfin, je parle vite et j'essaye de faire attention. Mais j'ai beaucoup d'énergie à donner et à recevoir. Et donc, moi, je me nourris sur les collaborateurs. Moi, j'adore mesurer le niveau d'énergie, d'intensité quand on rentre dans un meeting. Ok, est-ce que les gens ils sont là pour en découdre et donc pour aller trouver la meilleure solution et sortir vers le haut? Ou est-ce qu'ils sont fatigués? Et moi je dois être avec des gens qui me donnent de l'énergie parce que j'en donne énormément. Et donc, c'est toujours ce sujet de comment j'en donne, j'en reçois. Et moi, j'ai une soupape où il faut que je fasse beaucoup de sport. Donc, c'est routine. Donc, j'ai un agenda qui est très organisé avec des moments où je fais du sport, des moments où je suis dans ma tête et je travaille sur des sujets perso focus. Je suis après, bien évidemment, avec les équipes parce que mon rôle, il a changé et je suis plus du tout pareil quand on est 5 ou 10 que quand maintenant on est 60, 70, 80, 90. Donc, ça change beaucoup. Et puis après, je me mets des phases où le mardi soir, je suis en famille et donc à 18h30, je déconnecte et je m'occupe de ma puce. Donc voilà, c'est essayer de mettre des routines et t'arrivais à garder cette routine même pendant la levée de fonds? En fait, on se force. Okay. Après, bien évidemment, il y a des fois où il y a des agendas, il y avait des calls qui finissaient à 20h, 21h, mais en fait, parce qu'il fallait le faire, donc j'allais mettre dehors. En fait, on s'organise, mais déjà, avoir un cadre, déjà, il y a 90% du boulot qui est fait. Après, forcément, ça va un petit peu dériver du cadre. Mais si déjà, je me force à avoir un cadre et je sais que mon cadre, c'est ce qui me permet d'être bien dans ma peau et bien dans mes bottes, important parce qu'il y a des phases de tellement de tension. Moi, je me rappelle en juin, juillet, il y avait des phases où on avait 4-5 offres qui devaient tomber. Et au fur et à mesure, elles commençaient à tomber. Finalement, on n'avait plus que 3. Et là, waouh! Est-ce que je continue à négocier avec les 3 de la même véhémence et la même envie? Parce qu'en fait, finalement, les fonds le savent. Quand il y a des choses qu'on négocie, quand il y a des choses qu'on va chercher parce qu'on pense que c'est faire, ou quand au contraire, on laisse passer trop de choses, en fait, par définition, là, c'est l'humain. C'est comment je tire la couette de mon côté. Et donc là, tu étais accompagné sur la dernière. Ouais, là, on était accompagné. Donc ce jeu-là de négociation, ils le maîtrisent et ils ont pu te partager leur savoir d'une certaine façon. Ouais, bien sûr, ils partagent. Mais après, il y a un moment où c'est aussi le lever. Ça, c'est un truc qui est très important. En fait, le lever permet de créer de la tension sur le deal et en fait permet de simplifier les relations parce qu'en fait, eux, ils ont des relations existantes et en fait, c'est leur crédibilité qui est en jeu. Donc, ils prennent pas un dossier si le dossier n'est pas crédible. Donc, en fait, déjà, ça permet de dire j'ai accès au premier rendez-vous, au deuxième rendez-vous parce que c'est quali. Il y a combien de rendez-vous en général? Enfin, t'as fait combien de rendez-vous avec les fonds avec lesquels t'as closé? J'ai dû pitcher, je sais pas, 300 fois, 400 fois. Ok. Donc, en fait, un funnel classique, c'est une cinquantaine d'investisseurs. Ok. 40-50 investisseurs en fonction, on en remet au fur et à mesure. Et après, le but, c'est d'avoir un funnel de 5-10 qui sont vraiment de qualité et que je travaille. Okay. Et après, dès qu'il y en a qui sortent, on essaie d'en remettre et ça change. Et puis après, ça dépend vraiment. C'est un funnel, donc le but, c'est de dire. Après, le but, c'est pas de s'éparpiller parce que c'est pareil, c'est épuisant. Et c'est quand même d'avoir suffisamment dans le pipe pour que il y ait la probabilité, enfin, les taux de conversion sont connus. Et donc, c'est un jeu de conversion. Et à la fin, il faut en avoir 2-3, quoi. Ça n'a rien à avoir 5 parce qu'en fait, on s'épuise, mais si t'en as qu'un, c'est compliqué. Ok. Donc, du coup, avec ces 3 que tu as eu à la fin, tu as fait combien de rendez-vous avec Daphne, avec Brega, avec. Non, là, je parle que sur la dernière levée. Oui, bien sûr. À chaque fois. En fait, Daphne et Brega, ils sont dans en fait, l'avantage des investisseurs existants, c'est qu'eux, ils sont supportifs. Oui. Donc, en fait, si la boîte, ils savent qu'elle a délivré, en fait, ils ont les infos de première main. Donc, bien évidemment, ils ont un double rôle parce qu'ils sont skin in the game. Donc, ils ont de l'argent et donc, ils n'ont pas envie de le perdre. Mais en même temps, ils sont sur un enjeu d'arbitrage et vis-à-vis de leurs LPs, donc vis-à-vis des investisseurs qui ont mis de l'argent dans le fond, ils se doivent d'être le plus honnêtes intellectuellement. Et s'ils ont un arbitrage à faire entre 2 boîtes du portefeuille, leur responsabilité financière, c'est dire si j'ai EMEA et si j'ai une boîte B, est-ce que l'argent, les 1, 2, 3 millions que je vais remettre au pot, est-ce que je les mets chez EMEA ou est-ce que je les mets chez la boîte B? Parce que quel est le meilleur output et quel est le meilleur ROI que je peux ramener à mes investisseurs? Donc en fait, ils sont partie prenante, mais en même temps, s'ils ont une meilleure boîte, et donc en fait on est toujours en concurrence avec les autres boîtes du fonds finalement, si la boîte, parce qu'ils ont des réserves limitées de cash, on est moins bien que B, en fait, ils vont moins pousser que ce qu'il faut. Donc, en fait, c'est toujours pareil. Il vaut mieux être les meilleurs, en tout cas, idéalement être le gros d'un petit fonds, donc en tout cas les meilleurs de la classe d'un petit fonds, que le dernier de la classe d'un gros fonds.
Ok. Voilà, donc ça, c'est des dynamiques, mais qu'on maîtrise pas. Finalement, ça, c'est la vie qui fait que Tu l'apprends au fur et à mesure. tu peux pas le savoir. Et puis, Daphne, ils ont fait ils ont des boîtes comme Back Market, comme Swile, qui sont des super succès. Et donc, ça veut dire qu'ils ont du cash qui sort. Et en fait, il y a un enjeu de liquidité, ils peuvent remettre. Et donc, c'est toujours pareil. C'est en fait le winner takes all. En fait, l'argent amène l'argent. Et comme ils sont capables de sortir, d'avoir des succès, en fait, ils peuvent suivre sur les autres, ce qui permet d'avoir des meilleurs ROI. Donc c'est vraiment ça, c'est un enjeu, mais ça c'est l'enjeu des fonds. Je pense qu'on a un peu dérivé. Oui. En fait, la question du coup que je voulais poser, c'était là sur la dernière levée de fonds. Ouais. Tu as fait combien de rendez-vous? On a dû faire 300, plus de 300. Ok, donc ça j'ai bien compris. Entre 200 et 300. Mais avec ceux avec lesquels tu as closé, il a fallu combien de rendez-vous pour closer? En fait, c'est ça ma question. Ouais, du coup. Pas tant que ça. Finalement, en fait, c'est juste que les rendez-vous, c'est pas toutes les semaines. Oui, bien sûr. C'est avec LBO, qui est notre nouvel entrant à notre lead. On a dû faire 6, 7, 8 rendez-vous physiques. Ok. Et après, on a dû faire de la négo, mais c'était par téléphone, par visio. Donc en total, on a dû avoir 10 rendez-vous. Ok. Donc ce qui n'est pas énorme. Ouais. Mais c'est juste qu'il faisait partie du pool final. Mais en fait, il y avait 4, 5, 6 fonds dans ce pool final. Okay. Et donc c'est peut-être 50 rendez-vous juste sur ce pool final. Et puis après, il y avait 100, 200 rendez-vous sur lesquels on a fait 1 ou 2 rendez-vous. Et finalement, voilà, 40 personnes sur lesquelles on fait 2 rendez-vous, ça fait déjà 80 rendez-vous. Donc en fait, assez vite, il y a du volume. Et donc c'est ça qui est intense, c'est que si on savait déjà avec qui on allait closer, en fait ce serait simple. Mais par définition, il faut avoir plusieurs cartes, et c'est le jeu aussi. Et après finalement, il y a des gens avec qui au début ça se passe hyper bien. Et après quand ça rentre un peu dans la négo, et forcément chacun essaie de tirer un peu la couette, waouh, c'est pas vraiment un plaisir. Et il y a des gens au contraire où ils étaient un peu froids, mais au fur et à mesure où ils rentrent dans la boîte, ils se rendent compte qu'en fait, la boîte, elle a du potentiel, c'est bien cohérent avec ce qu'eux, ils ont envie de faire. Et donc, tu arrives à créer une relation qui est beaucoup plus constructive, concrète, alignée qu'avec les autres. Donc, tu vois, c'est ça, tu peux pas le savoir. Et après, c'est aussi de l'humain, c'est du feeling, c'est comment tu le sens. Est-ce que tu as envie d'aller boire des cafés, des restos avec les entrepreneurs? Et ça, c'est vrai pour côté fonds, mais c'est aussi vrai pour les entrepreneurs. Tu vas les avoir à ton board. C'est un mariage. Donc, en fait, tu as la lune de miel. Mais après, en général, il va y avoir des sujets. Et par définition, une boîte, il y a des aléas. C'est comme les travaux. Moi, ça me fait toujours marrer. C'est qu'en fait, je ne peux pas te promettre que tes travaux vont bien se passer. C'est pas vrai. Je serais malhonnête. Par contre, je peux te garantir qu'on a mis les garde-fous, qu'on a des garanties qui n'existent que sur le marché, nulle part sur le marché, qu'on a une super équipe et qu'on va faire de notre mieux pour que ça se passe le mieux possible. Voilà, ça, je peux te le garantir. Et donc, on essaye de gérer la boîte de la même façon qu'on essaye de gérer nos travaux. Et donc, on a un taux de satisfaction de 95 ou 96%. On aimerait qu'il soit à 99,9%, parce que quand on suit 400 ou 500 chantiers tous les mois, en fait, ça fait quand même 20 chantiers, 25 chantiers sur lesquels on n'est pas au niveau que nous, on aimerait, qui est le top, la satisfaction, et vos travaux se finissent bien. Mais en même temps, par définition, on est déjà 10 fois meilleur que le marché. Ouais. Donc c'est ce juste milieu, cette ligne de crête qu'il faut manager, qu'il faut driver. Et ça, c'est vrai pour nos clients, qui sont en fait les plus importants, hein, les collaborateurs, les clients, c'est quand même les plus importants. Et après, il faut le gérer de la même façon avec nos investisseurs, puisqu'en fait, on a des comptes à rendre, c'est nos actionnaires, au même titre que nous, on est actionnaires. Mais il faut les accompagner, il faut les rassurer, il faut leur donner de la visibilité, parce qu'il s'est passé plein de choses. On oublie, mais on a quand même des Covid. Ouais. Covid, du jour au lendemain, nous, on perd 99% du business, parce qu'on n'a plus le droit, les entrepreneurs n'ont plus le droit de travailler. Il faut se rappeler cette phase-là, du 10 mars au 20, je crois, mai, plus personne ne travaille. Et les entrepreneurs n'ont pas le droit d'aller chez les clients parce que tout le monde est chez eux. Et donc tous les travaux s'arrêtent du jour au lendemain. Comment vous avez fait ? On sort les rames et on se bagarre. Mais en fait, ça, c'est aussi, on est capable, et c'est ça qui est agréable, et c'est pour ça que moi je remercie nos investisseurs, c'est qu'en fait, ils ont vu sur des phases compliqué, on peut pas dire autre chose, qu'en fait on a été capable de garder un cap, de montrer qu'en fait on faisait pas n'importe quoi, on prenait des décisions qui étaient difficiles de temps en temps, et en même temps on était très cohérent sur le cap qu'on voulait suivre, et que finalement c'était un moment qui était passager, et qu'il fallait être droit dans ses bottes et regarder vers l'avenir, parce qu'en fait finalement on se rend compte que 2 ans après, en fait on a fait une excellente année 2022, et ce qui nous a permis de lever de l'argent. Ouais. Donc faut être humble, parce qu'en fait, on apprend tous les jours. Et en même temps, il faut être hyper ambitieux, parce que ce marché-là, il est grand, il y a un impact sur la vie des gens qui est fort. Et on se doit d'être... moi, je joue pour gagner, je joue pas pour être sur le podium. Bien sûr. Donc la question, c'est comment cette ambition, on la traduit avec les équipes. Et quand c'est dur, quand c'est fatigant, quand c'est usant, comment tous les matins, on se relève avec un bon niveau d'énergie, et qu'on repart au combat. Parce qu'en fait, la vie, c'est un combat, et il y a des épines, mais il y a des super roses. Ouais, j'adore.
Pardon pour la citation que j'ai écorchée. Mais... Non, mais ça marche. Donc, tu nous disais comment tu communiquais avec tes investisseurs. Comment vous organisez aujourd'hui? Enfin, tu leur transmets les informations tous les mois, tu les vois. Oui, exactement. Alors maintenant, on est quand même de plus en plus structuré. Hein, donc tous les mois, ils ont un reporting financier. Tous les 2 mois, on a un board. Ok. Qui permet de tacler les différents sujets. Donc en fait, ils sont au courant de grosso modo tout une fois qu'on a les chiffres officiels. Après, nous, dans la philosophie de la boîte, on a des valeurs qui sont très fortes. Et par exemple, on a une valeur de transparence. Donc j'avais Alexandre là, qui était un alternant chez nous, un junior, qui me dit en fait ce que j'ai adoré chez EMEA, c'est que tous les mois, on a les chiffres de la boîte. Donc vraiment, on partage le revenu, les chiffres, le taux de satisfaction, le taux d'insatisfaction, les conversions, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien. Et en fait, tu as une vision globale de la boîte. Alors qu'en fait, t'es junior, tu viens d'arriver. Et ça me dit, ouais, c'est incroyable parce qu'en fait, ça permet de comprendre la boîte, ça permet de comprendre les rouages et ça permet d'aligner tout le monde sur, OK, c'est quoi la vision, c'est quoi l'ambition, où est-ce qu'on a envie d'aller et comment on se donne les moyens pour y arriver. Après, encore une fois, on est sur les règles du jeu. Hein. On a levé de l'argent de VC. Par définition, on doit faire de la croissance. Donc, quand on fait de la croissance, en fait, par définition, ça crée des chamboulements, ça crée des vagues. Et donc, la question, c'est comment les vagues, les unes après les autres, on passe, on les ride, et puis on se structure, on progresse. Et puis, à chaque fois, le montant des travaux, les millions de travaux qu'on fait chaque mois, ils augmentent. La capacité à les gérer de mieux en mieux, ça augmente. Et puis, il y a des fois, c'est des paliers. De toute façon, une boîte, c'est par palier. Et des fois, malheureusement, ça descend un peu. Et puis, ça remonte si on est structuré, s'il y a toujours de la dynamique, de l'envie. Et ça, c'est le management, c'est les fondateurs qui drivent ça. Donc, nous, on veut être transparent. Et on est autant transparent avec nos collabs et toutes les équipes en interne, mais d'ailleurs aussi les mandataires avec lesquels on bosse, et les gens en externe, et donc notamment nos actionnaires, mais même nos partenaires banquiers qui nous ont énormément aidés. Et donc, finalement, moi, je pense qu'il y a des fois où, de toute façon, si les gens pensent que c'est le paradis, c'est pas vrai. Enfin, il y a des vagues, il y a des ouragans, il y a du vent et il y a du tonnerre. Mais en fait, tout le temps, il y a aussi du beau temps. Et donc, la question, c'est quel est le cap que j'arrive à garder quand c'est le bordel. Et dans ce roller coaster, c'est quand le bon moment pour faire une levée de fonds, pour entamer une levée de fonds? C'est une super question. En fait, le bon moment, c'est quand je suis capable de me dire que sur les 3, 6, 9 prochains mois, je vais avoir une dynamique positive. En fait, le bon moment, et là, encore une fois, c'est le moment dans un monde idéal, c'est que je sais qu'en fait, je suis en taux de croissance qui est x2, x3, que je maîtrise mes KPIs, que j'ai les bons recrutements, en fait, ça n'arrive jamais. Hein. C'est jamais le bon moment. En tout cas, chez nous, c'était pas le cas. Parce qu'en fait, il y a toujours des grains de sable. Toujours. Ouais. Par contre, si la dynamique elle est positive, si les investissements qui ont été faits, parce qu'on reste encore sur des boîtes qui font des investissements, donc en fait les investissements ils ont un payout sur 3, 6, 12 mois, donc ça veut dire que je sais que j'ai fait les bons investissements, que ça va payer au moment où je suis dans mon roadshow. Donc en fait c'est toute une organisation et un planning à gérer. En fait on est encore sur la gestion de projet. Et c'est toi qui le fais, hein? C'est Yann et moi. Et quand on est aidé par des conseils, on le fait également. Et on sait aussi qu'il y a par exemple de la saisonnalité sur les travaux. Ouais. Tout le monde va avoir fait ses travaux avant Noël. Pour là, on est en septembre, octobre. Donc tout le monde va avoir fini ses travaux pour Noël. Et tout le monde va avoir fini ses travaux pour août, pour pouvoir emménager pour la rentrée des enfants. Et donc et c'est exactement le même cycle que le cycle immobilier. On n'a rien inventé. C'est juste décalé de 1 mois. Parce que entre la phase où j'ai mon bien et je commence mes travaux, il y a 1 mois. Mais grosso modo, on suit exactement le cycle immobilier. Et donc, il y a de la dynamique. Et donc, nous, forcément, on se met en ordre de marche en mars. Parce qu'en fait, on sait qu'il faut qu'on ait les offres en juin, juillet. Parce que c'est nos meilleurs mois. Okay. Et donc, il y a toute une dynamique. Mais ça, les gens le savent. Parce qu'en fait, tu regardes les N-1, N-2, chaque année, c'est pareil. Mais si on sait que dans le pipe, dans la dynamique commerciale, dans les good news, on sait qu'en juin, juillet, août, c'est les bons mois. Août, d'ailleurs, un peu moins. Mais en fait, il faut qu'on ait les offres en juin, juillet. D'accord. Et il faut qu'on négocie au moment où on a des super chiffres. Parce qu'en fait, on dit, chaque année, voilà ce qu'on a fait, voilà, les fondamentaux, ils sont sains, on est rentable typiquement en 2022, on était rentable en mars, en mai et je crois en juin, où il y a 1 mois de décalage. Mais grosso modo, on sait qu'on est rentable parce qu'en fait, on fait du business et que les investissements, ils ont payé à ce moment-là. Et donc, quand on est dans une posture comme ça pour la négociation, c'est beaucoup plus agréable. Parce qu'en fait, on se dit, oui, on a une boîte qui est rentable. En fait, vous pouvez mettre de l'argent pour accélérer et c'est ce qu'on a envie collectivement. Par contre, si vous décidez de pas en mettre, alors en général, il y a toujours d'autres. En fait, on a ce discours avec 2, 3, 4. Donc en fait, c'est plus facile. Mais si vous décidez de pas en mettre, en fait, nous, on va avancer. Et à la limite, on reviendra dans 6 mois ou 1 an. Et finalement, on aura fait plus de GMV, plus de business. Et en fait, on sera plus cher. On sera plus cher, ouais. Donc finalement, c'est à toi de décider, mais c'est comme la bourse. La bourse, c'est soit tu décides de rentrer maintenant, soit tu décides de rentrer dans 2 ans. Si la boîte, elle continue de grossir, ça sera plus cher. Et puis si la boîte, par contre, décroît, ce sera moins cher. C'est un pari. C'est assez simple. Et c'est quoi les éléments clés, les métriques que tu as mis en avant à chaque fois?
Je pense à peu près pour tout le monde pareil. Ça va être, donc nous, c'est le chiffre d'affaires, ça va être le revenu, ça va être la croissance, ça va être le niveau de qualité et de satisfaction, ça va être le niveau de recommandation. C'est important, le niveau de qualité. Énorme. Ouais. Sur un business comme le nôtre, où en fait, on n'est pas sur du repeat, notre panier moyen, c'est entre 40 et 50 000 euros. Sur des paniers de rénovation énergétique, c'est plutôt entre 15 et 25. Mais comme tu n'as pas de recommandation, l'enjeu, c'est comment, quand toi, on fait des travaux chez toi, tu parles de nous à ta crémaillère. Ah. C'est ça le sujet. Donc c'est de la reco. Ah, c'est super beau. Bien sûr, avec qui tu as fait. Ouais. C'est qui l'archi ou c'est qui l'entrepreneur. Okay. Et donc le sujet, c'est comment c'est EMEA qui récupère la reco et pas l'entrepreneur ou l'architecte. Ça, c'est un de nos énormes sujets. Ok. Alors les architectes sont chez nous maintenant, donc c'est un peu plus simple. Mais c'est pareil, l'entrepreneur qui est là chez toi 2-3 mois, la question c'est comment toutes les garanties, tout le conseil, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le paradigme est en train de changer. Exactement, le paradigme est en train de changer. En fait, aujourd'hui, les travaux, sur des travaux de rénovation énergétique, on est sur de l'ingénierie financière. C'est comment je finance ton reste à charge, tes aides, idéalement avec des mensualités. Et donc, il y a de la réflexion, il y a de la paperasse, il y a de l'administratif, et tout ça, en fait, les entrepreneurs ne le font pas. Donc, ils sont en train de devenir, sans le vouloir, mais en fait, c'est ce qui se passe, des installateurs. Ouais. Alors qu'en fait, la tête pensante, la tête avec la valeur ajoutée, ça va être des plateformes, parce qu'en fait, on va tout industrialiser, on va avoir des process, de la gestion de projet, et ça, en fait, c'est de la valeur, et ça se paye, et pour le coup, ça, c'est de l'invest, et c'est de la techno, mais une fois que je l'ai fait, je peux le déployer à 500, 1000, 2000 chantiers chaque année, alors que l'entrepreneur, il n'a pas cette capacité, il peut en faire 20, 30, 40 chaque année. En parlant d'éléments clés et de KPI, tu parlais tout à l'heure d'impact, tu disais que c'était vraiment au cœur d'EMEA et de votre mission. Aujourd'hui, vous partagez comment l'impact que vous avez auprès de vos invests. Donc, c'est une super question. La spécificité du fonds LBO, c'est qu'en fait, c'est un fonds impact donc de rang 9, donc qui est le rang le plus élevé sur la classification européenne. Et donc, ça veut dire qu'on a des KPIs d'impact. OK. Donc, dans notre reporting, et donc chaque année ou chaque semestre, on regarde, on a 3 choses que l'on regarde. Le premier, c'est la part de rénovation énergétique que l'on fait dans nos travaux. Okay. Donc en 2022, quand on a levé, on avait 35% de nos travaux qui intégraient une part de rénovation énergétique. La rénovation énergétique, c'est grosso modo, je mets une pompe à chaleur, j'isole mes combles ou change ma chaudière. Alors, très simplifié, mais c'est un peu ça. Donc ça, c'est le premier KPI que l'on suit vraiment. Le deuxième KPI, c'est je fais un bilan carbone, scope 1, 2, 3 et externalité. Donc, chaque année, on s'engage à faire un bilan carbone pour être capable de mesurer, valider les échéances, valider les améliorations, voir les trucs où il faut qu'on progresse. Ça, c'est le deuxième point. Et il y a un troisième point, mais qui est un peu plus sur le côté, quand on parle de RSE, il y a le PPP, donc People, Profit and Planet. Donc là, on est très planète. Il y a un P de People qui est la diversité dans les collaborateurs, la diversité dans les boîtes avec lesquelles on bosse. Parce qu'en fait, ça, c'est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas français. Donc, comment on les accompagne à travers des outils, à travers la formation, à travers l'accompagnement sur les nouvelles technos. Il y a beaucoup les industriels du bâtiment sont très forts sur, tu vas avoir des procédés constructifs, des pompes à chaleur hyper puissantes. Mais en fait, il faut les expliquer, il faut les comprendre. Et c'est de l'innovation. Et donc, comment nous, on a un rôle de prescription, d'accompagnement pour nos entrepreneurs, pour les amener vers des solutions plus efficaces, plus efficientes, plus respectueuses de l'environnement. Donc ça, c'est le troisième, le P de People, sur lequel on a un engagement auprès de nos investisseurs. Donc ça, typiquement, ça fait partie. Et de façon plus administrative, on est passé entreprise à mission. Donc ça veut dire qu'on fait attention. Et donc c'est inscrit dans nos statuts qu'on a bien évidemment une vocation économique. Parce que si on n'est pas rentable, si on vit toujours sur l'argent de nos investisseurs, en fait, ça sert à rien, puisqu'en fait, on n'a pas d'histoire et on n'a pas de futur. Par contre, l'impact économique ne doit pas se faire aux dépens de détruire la planète ou faire des choix pourris pour les collaborateurs ou pour les mandataires ou pour nos partenaires, et donc avec tous les personnes avec lesquelles on travaille. Et ça a compté effectivement pour les investisseurs que tu as rencontrés. C'était une condition obligatoire. Après, j'enlève le fait que par définition, on fait des travaux. Donc les travaux, quand on rénove, ça a un impact positif. Après, il faut aussi regarder que par définition, faire de la croissance et donc changer les bâtiments, il faut regarder sur l'ensemble du cycle de vie et pas que sur le fait que j'économise, j'isole. Si j'ai changé ma clim et que je la change tous les 2 ans, en fait, finalement, l'impact il est négatif. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce que tu étais stressé pendant ces différentes phases de levée de fonds? Alors, sur la dernière, tu as eu ta fille. C'est une bonne question. C'est une très bonne question.
La dernière, sur moi, c'est quand même mieux passé que les précédentes. La première, j'étais stressé, mais parce que c'était nouveau. Ok. Et finalement, c'est celle qui s'est passée le plus easy, parce qu'en Ouais. fait, en un mois ou deux, elle était réalisée. Ok. Donc en fait, c'était moins d'argent, c'était plus simple. Mais c'est vrai que je pensais le soir, et il y a des fois, j'avais du mal à m'endormir. Moi, je dors très très bien et j'ai besoin de beaucoup de sommeil parce que j'ai beaucoup d'énergie, et donc il faut que je recharge les batteries la nuit. Ça a toujours été comme ça. Donc la première, j'étais stressé parce que je connaissais pas et je savais pas quelles étaient les règles du jeu. La deuxième, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait, on a eu entre janvier, février, mars 2019, on a failli mourir parce qu'en fait, on n'a plus d'argent en banque. Et donc là, notre banque, notamment la BNP, nous avait fait une ligne de crédit qui nous avait aidé. Elle nous avait fait 200 000 € à l'époque et qui nous avait décalé 2-3 mois. Sans garantie. Et Brega nous avait fait le double. Donc en fait, on avait eu 400 000 € pour tirer 3-4 mois. Parce qu'en fait, on avançait. Le business allait bien. Mais juste, en fait, on avait mal prévu. Où en fait il se passe toujours des bonnes ou mauvaises excuses, mais en fait on n'avait pas bien timé, et donc en fait on avait plus de cash, alors qu'en fait on était encore en roadshow, pire chose à faire. Et donc là c'était vraiment très compliqué, mais finalement la levée a été faite avec un super investisseur qui nous accompagne et dont on est très content, donc Daphne, mais le timing n'était pas le bon. La troisième, le fait d'avoir été accompagné par un lever, en fait on avait quand même bien fait un rétro-planning beaucoup plus timé, et moi j'étais assez serein, je sais pas pourquoi, mais j'étais beaucoup plus serein parce qu'en fait le business, en fait, on avait prouvé qu'on était rentable, on avait prouvé qu'on savait être rentable et qu'on savait faire de la croissance. Et là, en fait, quand je suis dans une posture en tant qu'entrepreneur en disant, en fait, la boîte, ça fait 6 ans, en fait, on a quand même prouvé des choses. Alors, on n'est pas parfait, il y a toujours plein de trucs à améliorer, il y a des nouvelles étapes, il y a des nouveaux challenges, on passe à Global France, alors qu'avant, on était dans les 2-3 villes, on veut investir massivement, on veut faire de la com. Donc c'est pas pareil, on l'a pas fait, mais en même temps, dans le pire des cas, on peut se remettre sur une position d'équilibre. Alors, c'est chiant parce qu'il faut virer des gens, faut faire des choix douloureux, mais en fait on sait être rentable. Et donc on est dans une dynamique qui est différente. Et donc ça c'est assez satisfaisant de se dire, ouais, en fait j'ai mon destin en main. Et donc je peux accepter, je peux refuser, je peux accepter, et en fait c'est objectif commun partagé. C'est en fait on est dans le même bateau. Oui, tu es en droit d'attendre des choses puisque tu as des investisseurs, donc tu dois rendre de l'argent, tu dois investir, enfin c'est les règles du jeu. Encore une fois, il faut savoir lesquelles règles on joue, mais par contre moi j'ai aussi des choses à faire valoir, et en fait il y a des choses que j'ai su prouver, et donc bah oui, il peut changer plein de choses, il peut y avoir un marché immobilier déprimé, il peut y avoir une guerre, mais en même temps on a quand même des fondamentaux qui sont sains, une équipe qui est solide, qui a de l'épaisseur. Donc en fait, on est capable de se prendre ces vagues-là. Et donc, j'arrive dans une... et d'ailleurs, je trouve que c'est moins de la négo. En fait, j'explique, voilà nos forces, voilà les trucs sur lesquels on doit progresser. Mais la relation, elle est beaucoup plus équilibrée et plus saine. Et donc ça, c'est vachement... c'est plus agréable. Et c'est la première fois que je me suis dit, waouh, en fait, on a fait un BP. Et le BP, j'y crois. C'est pas du doigt mouillé. C'est le BP. En fait, il y a des hypothèses qu'on a, sur lesquelles on a 1, 2, 3 ans d'historique. Oui, quand on accélère, quand on met la machine sous tension, forcément, il y a des trucs qui vont péter. Mais grosso modo, 80% du business, on le maîtrise. Et donc ça, c'est vachement... Ça amène beaucoup de sérénité et de compréhension du business. C'est ce qu'on dit, elle est beaucoup plus financière, hein, la série A. Elle est plus financière, mais même elle est plus exigeante. Les gens qu'on est capable de recruter, ils sont meilleurs. On a plus de moyens, donc il y a plus de sérénité. Je pense que dans le roadshow, il y a plus de sérénité. De mémoire, tu dirais que c'était quoi ton pire et ton meilleur rendez-vous investisseur? Le meilleur rendez-vous, c'est quand ça se passe bien. Je sais pas si j'ai pas de souvenir de waouh. De coup de cœur amical ou... Enfin, amical. Non, mais en fait, quand les gens disent « Ok, on a envie d'y aller », forcément, ça fait plaisir. Et donc ça, c'est toujours sympa. Alors, le pire rendez-vous, là où tu t'es dit « Non, mais c'est pas possible. » C'était pas sur ce roadshow-là, c'était sur un roadshow de la pré-série A, donc en 2019. On avait fait un meeting où c'est la personne en face de nous, et je dirais pas son nom, et... Il y a une expression que j'adore, mais en fait, c'était pas le couteau le plus affûté du tiroir. Et c'est vraiment, c'était je sais pas, c'est pas un manque d'humilité de ma part, mais on avait envoyé le deck, on avait les éléments, et en fait, les questions... En fait, on a un business qui est simple, hein. On a un business où je prends des particuliers, je les accompagne, j'ai une prestation je fais des plans, j'ai une prestation de suivi de chantier, grosso modo, je me rémunère là-dessus. C'est un job d'architecte, job qui existe depuis quelques centaines de milliers d'années, centaines d'années, pardon. Donc en fait, on n'est pas en train de réinventer le fil à couper le beurre. Et en fait, la personne en face comprenait pas ou avait des questions
un peu stupide, quoi. Et en fait, je savais pas si c'est parce qu'en fait, ça se faisait chier de prendre le rendez-vous ou qu'il avait été obligé. Ou c'était un test potentiellement. Ou c'était un test pour voir comment on Mm. réagissait. Mais c'était un truc qui était inutile. Et t'as vraiment l'impression d'avoir perdu 1 heure. Et en fait, tu vois, quand tu te dis, ouais, mais pourquoi il a accepté le meeting, quoi, parce Ouais. qu'il avait les éléments, on partage les éléments. Et en fait, je trouvais ça plus irrespectueux du temps de l'entrepreneur. Mhm. Peut-être que lui, il avait rien à foutre et qu'en fait, il prenait les meetings pour dire que vis-à-vis de sa direction qu'il bossait. Mais c'était peut-être ça le pire. Tu vois, je trouve, moi, je respecte beaucoup, j'essaie de respecter le temps. Comme je suis très discipliné sur mon agenda, j'essaie de faire beaucoup de choses. Bah, en fait, quand je trouve ça irrespectueux, c'est un peu injuste. Et en fait, bah, t'as juste à dire non. Et en fait, c'est pas grave. Par définition, on se prend plein de noms toute la journée. Dis juste non et tu nous économises du temps. Et en fait, on évite d'avoir un mauvais feeling. Et je trouve que c'est un peu. Voilà, Ouais, t'as l'impression de perdre ton temps et décevant, quoi. manque de respect, quoi. Ouais, d'une manque de certaine respect, façon. décevant. Et oui, c'est du business. Mais en fait, autant le faire dans la bonne humeur et que tout le monde soit content, quoi. Du coup, à part le fait de ne pas connaître ton business ou de pas le comprendre, c'est quoi tes autres red flags chez les investisseurs? Des choses où tu te dis, non mais là, on va pas bosser avec eux, quoi. Ben, moi, je pense qu'on a la chance d'avoir des gens smart autour de la table. Et donc, finalement, en fait, c'est agréable. C'est agréable de pouvoir discuter, avec des réflexions constructives. Et de temps en temps, en fait, ça permet de sortir la tête de l'eau. Ben, on a la tête dans le guidon, et donc ça permet de temps en temps prendre une grande respiration et de temps en temps, une fois tous les 2 mois, dire ok, je bosse sur des sujets un peu plus high level, et ça te force à réfléchir, un peu curieux sur d'autres sujets. Et en plus, eux, ils ont l'avantage, c'est qu'ils voient beaucoup de boîtes, et ils sont pas que dans le secteur, ils voient le marché des levées de fonds global, mais en fait le marché du financement, la dynamique immobilière pour certains, la dynamique startup pour d'autres. Et donc ça, c'est vachement intéressant. Donc tu dirais que c'est un process que tu as aimé? La levée de fonds ou la relation que j'ai avec nos investisseurs? La levée de fonds, déjà. Je pense qu'il y a personne. Enfin, j'ai du mal à croire qu'il y ait des entrepreneurs qui disent j'ai aimé la levée de fonds. C'est pas vrai. C'est un truc où il y a de la tension, il y a du stress, il y a de l'énergie. Faut être à 200%. Moi, je me rappelle avec nos leveurs, on arrivait 5 minutes ou 10 minutes avant le meeting. Et en fait, ils disaient ok, on change tout ce qui s'est passé de votre journée. On fait un exercice de 1 minute de respiration, on se met dans une bonne dynamique, on respire, on est zen, on est souriant, on est serein parce que votre business il est bien. Et même si vous avez une merde, vous avez un super talent qui se barre là pour plein de raisons perso. Ok, on y raise. Et donc il y a ce sujet-là de changer de casquette. Ok. C'est l'équilibre de changer de casquette, parce qu'en même temps le business il continue à tourner, donc faut être avec les équipes, faut garder le cap, faut garder le niveau d'énergie. Mais en même temps, quand on est sur le meeting, tout ça faut le faire disparaître et on est dans notre phase de on communique, on vend. Donc je pense que il y a beaucoup de tension sur les. On répète plein de fois la même chose. Ouais. Et en fait, il ne faut pas se gourer à qui on a déjà dit. C'est parce qu'il faut compliqué, être pertinent. Et ce qui est très très compliqué sur des meetings comme ça, c'est qu'en fait, en une phrase ou une chose que l'on dit, si elle ne plaît pas à l'investisseur il ferme le dossier. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une tension extrême sur ce qu'on dit. Parce qu'en fait, il ne faut pas dire n'importe quoi. Alors, après, il y a les bonnes réponses, on sait qu'est-ce qu'il faut répondre. Et là, c'est là où les leveurs, ils te conseillent en disant mais non, en fait, ça, c'est parce que qu'on explique dans le BP, donc il faut être cohérent avec ce que tu dis. Vous avez fait beaucoup de répétitions avec les leveurs, beaucoup de Très jeux de rôle? peu. Ah ouais. Très peu. Ils nous ont dit vous étiez bon. Alors merci. Je sais pas si c'était. Non, mais je pense qu'on arrive. Yann a un super parcours, super profil. Il a beaucoup de sérénité. On est très complémentaires tous deux parce qu'il y a beaucoup de cheveux blancs. Et toi, pas du tout? Et moi aussi, hein, on va le voir là. Mais en tout cas, j'en ai eu beaucoup plus que quand j'ai lancé la boîte. Mais en tout cas, en fait, on se complète. Moi, je suis plutôt le fondateur, le 0 à 1, celui qui a beaucoup d'énergie, qui est capable de transporter les gens parce qu'en fait, j'y crois et je suis passionné. Et en fait, forcément, on va y arriver. Et Yann, lui, il a plutôt cette épaisseur, cette assise, cette structure, capable de rentrer dans le détail de chaque ligne du BP, beaucoup plus que moi. Ce côté rassurant, en fait. Beaucoup plus rassurant. Et donc, en fait, le mix, tous nos investisseurs nous disent, en fait, vous avez une complémentarité qui est assez incroyable parce que finalement c'est un peu improbable, on doit avoir 20 ans de différence et finalement c'est cette complémentarité pardon, je parle trop vite, qui fait que ça fonctionne et que chacun en fait on amène notre plus-value à la boîte, à la dynamique d'équipe, aux équipes, et donc on se complète énormément. Vous y alliez toujours à deux? Oui, on y va toujours à deux. Et vous répartissiez les rôles en amont? En fait, on se répartissait les slides parce que justement, parce qu'il y a une petite dynamique, on fait pour qu'il y ait un équilibre. Mais en fait,
on savait ce qu'on devait dire, on se complétait. Enfin, il y a un jeu qui... Ouais. En fait, il y a une complicité, mais parce qu'en fait, ça se passe bien, et c'est pas du bullshit, en fait, ça se passe vraiment bien entre nous. On n'est pas les meilleurs amis, on partirait pas en vacances, mais par contre, quand on a des choses à se dire, on se le dit. Quand il y a des trucs sur lesquels on a raté quelque chose, ou moi que j'ai merdé, il va me le dire, il va me faire le feedback. Quand il y a des trucs sur lesquels je pense qu'il n'a pas été suffisamment percutant, je vais lui dire. Et donc, en fait, on a cette confiance par la crédibilité, par le sérieux et par la transparence du feedback qui fait qu'en fait, on se disait les choses et en fait, on se marre aussi. Et après, on allait boire une bière en disant cool, putain, j'espère que ça va bien avancer parce qu'en fait, le meeting était top. Ok. Tu t'habillais comment? On s'habillait normalement. En fait, les invests, souvent, ils ont des petites chemises ou des t-shirts. En fait, c'est assez relax. Et en fait, c'est très bien. Je trouve qu'on est au moins dans un milieu où, en fait, fondamentalement, soit confort, soit efficace. Et moi, je suis en vélo, donc je me balade tout le temps en vélo. Tous mes meetings, je les faisais en vélo. J'avais toujours un t-shirt de rechange ou un polo de rechange. Mais fondamentalement, non, assez smart casual, très simple. Comme au boulot, quoi. Comme au boulot, moi je suis souvent en t-shirt au boulot, j'ai ma panoplie de t-shirt EMEA, ça me va très bien, comme ça je réfléchis pas. Moi je suis plus pour me dire efficace, à l'aise. Et en fait, c'est très bien. On n'a jamais eu de remarques. Enfin, je pense que les gens qui font une remarque parce qu'on est en t-shirt, je trouve ça ridicule. Et en fait, t'as pas envie de bosser parce que si t'as l'impression que parce que je suis en t-shirt, je suis pas sérieux, je suis pas crédibilisé et le business qu'on a construit, il est pas bon. Est-ce que tu t'habillais plus au début sur la première levée de fonds quand tu étais plus jeune? Non. D'accord. Non, j'ai pas changé. Alors, c'est rigolo, c'est que maintenant, je mets des... alors ça, je me suis fait engueuler par ma femme, mais je mets plus de chemises sur les rendez-vous importants. Ok. Donc, les rendez-vous au-dessus de 50 000 euros, je mets une chemise, mais sur les partenaires. Ok. Parce que pour le coup, là, les partenaires, c'est rigolo, mais... alors, quand je vais sur BFM ou équivalent, je mets des chemises. Mais grosso modo, sur les partenaires, notamment BTP, donc les industriels et les... C'est culturel. Culturel. Bah, bien sûr. Culturel. Il faut une petite chemise. Tu peux avoir un pantalon, un jean, ils s'en foutent. Mais si tu arrives en t-shirt, alors quand c'est t-shirt EMEA, ça passe. Parce qu'en fait, ça c'est brandé. Mais je sais que j'avais une ou deux réflexions. Et donc, c'est vrai que je mets une petite chemise sur les grands rendez-vous. Et puis, comme je rencontre souvent maintenant la chance de rencontrer les patrons, des boîtes, des Atlantiques, des Rexel, les DG, je trouve que eux, ils sont toujours en chemise. Et donc, là, il faut s'adapter. Et je mets au niveau. J'ai toujours ma chemise, mon petit blazer pour changer. Et après, je me remets en t-shirt. Ok, c'est intéressant. Ouais, j'ai lâché le secret, pardon. Non, mais c'est normal. Il faut en fonction des industries. Ouais, bien sûr. C'est quoi le meilleur et le pire conseil qu'on t'ait donné? C'est une super question. J'ai eu tellement de conseils et comme je suis quelqu'un de très curieux, j'essaye de me nourrir, d'aller chercher les bonnes infos. Ce qui est très intéressant, et c'est les choses que je dis, c'est qu'en fait, moi, j'ai rencontré des business angels, donc c'était plutôt avant, qui me disaient vraiment blanc et noir. Et les deux étaient brillants, les deux avaient fait des super exits, tu vois, les deux, ils avaient eu du succès. Il y a vraiment, ils me disaient noir et blanc. Et donc, moi, j'ai appris à écouter. Je pense que j'écoute plus qu'avant. En tout cas, j'écoute, je reformate, j'intègre, je déconstruis le pourquoi et j'essaye de poser plus de questions. Donc, pourquoi tu me dis ça? Ah oui, pourquoi? Est-ce que tu penses que ton expérience... elle vaut pour la mienne parce que finalement c'est pas les mêmes boîtes, en fait c'est jamais les mêmes boîtes, c'est jamais le même timing, c'est jamais le même persona, c'est pas les mêmes les mêmes périodes les équipes, de mais temps. Bien sûr. Donc en fait c'est ça, j'essaye de poser des questions, essayer de comprendre sur ok, qu'est-ce que je peux piquer, parce qu'il y a toujours des trucs super à prendre et ça faut être très humble. Et après, en même temps, il y a aussi il y a des réalités business. Donc, tu vois, sur le bon conseil, j'essaie d'écouter. C'est pas pour ne pas répondre à ta question, mais c'est une bonne question et je sais pas quel est le gros truc. Si, il y en a un qui m'a marqué, c'était cet été. C'était une histoire d'un avion de chasse. Et je trouve ça hyper pertinent. L'avion de chasse, donc le pilote d'avion de chasse, en fait, donc il y a un lien hyper hiérarchique avec ses mécanos et en fait les gens qui entretiennent l'avion. Et en fait, le pilote d'avion de chasse, il explique qu'il traite aussi bien, voire mieux, son mécanicien, alors qu'il est hiérarchiquement en dessous, parce qu'en fait, il sait que sa vie en dépend. Et en fait, des patrons, des dirigeants, des managers, en fait, dès que tu es en une responsabilité de management, de coach, moi j'aime beaucoup le terme de coach, tu dois traiter avec le plus gros niveau de bienveillance. Alors bienveillance, ça ne veut pas dire gentillesse. Souvent, on confond. Non, bienveillance, c'est être capable de faire grandir, d'expliquer, de faire progresser, de challenger et de tirer vers le haut ses collaborateurs, c'est les gens avec lesquels on bosse. Mais par contre, quand ils merdent, faut leur dire, faut leur expliquer comment ils peuvent progresser et il ne faut pas être gentil.
faut être capable de mettre un cadre pour les faire progresser. Et donc, je trouve que ce conseil de dire, en fait, traite tes collaborateurs, tes investisseurs, tes partenaires, comme si ta vie en dépendait, hyper puissant. Ouais. Parce qu'en fait, le pilote d'avion, le mécanicien, si le mécanicien il fait de la merde, en fait, il y a quand même un risque sur sa vie. Et en vrai, c'est pareil. Ouais, si les collaborateurs font de la merde, il y a un risque sur la vie de la boîte. Ouais. Et ça, je trouve que ça permet de remettre l'importance du people dans une organisation. Et ceux qui oublient ça, moi, je pense qu'ils se gourrent. Et moi, j'ai envie de réussir. J'ai envie de prouver qu'on peut faire une super boîte en étant bienveillant. Sans être bisounours, c'est pas ça que je dis, mais en étant bienveillant, en faisant progresser les équipes et en tirant tout le monde vers le haut. Parce que moi, quand j'avais 24 ans, et je pense que j'ai fait plein de conneries, d'ailleurs, je pense que j'en fais encore plein. Mais par contre, j'essaie de jamais faire les mêmes. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, je progresse. Comment tu as géré les relations avec ton équipe pendant cette période de levée de fonds qui est compliquée parce que t'étais pris à combien de pourcents à ton avis? 80%. Ouais, 80%. Enfin, même 100%. Mais c'est juste que j'avais 2 journées dans ma journée, en fait. C'est que j'avais ma journée investisseur, roadshow. Et puis après, j'avais tous mes mails à traiter. J'avais mes équipes à aider, à coacher, à faire progresser. Donc, c'est intense. Hein, et puis le week-end, je rattrapais le retard de la semaine. Enfin, c'est des phases où c'est pour ça que je pense que si les gens te disent que c'est facile, j'y crois pas. Parce qu'en fait, tu as quand même le business à faire tourner. Et quand le management, il n'est pas là, t'as quand même la dynamique de la boîte change un peu. Donc, tu as quand même besoin d'être là, d'être présent, de garder un cap, de donner de l'énergie. Et en même temps, d'être à 200% sur tes meetings. Donc, tu vois, c'est hyper intense, c'est hyper prégnant sur ta vie à toi, parce qu'en fait, ça déborde de tous les côtés. Ouais. Et sur la dernière, tu as eu une fille. Donc là, pour le coup... c'était combo. Mais c'est parfait. En fait, une fois que c'est fini, tu te dis, c'est génial, parce que maintenant, je vais pouvoir en profiter un tout petit peu plus. Après, une fois que c'est levé, en fait, la vraie vie, elle recommence. Et en fait, faut aller délivrer le BP, il faut aller gérer les aléas, etc. Donc, en fait, c'est un jeu continu et c'est un continuum. Et en fait, la question, c'est est-ce que j'ai l'énergie pour repartir sur 3-4 ans à fond? Ouais. Et comment tu prépares aujourd'hui ta boîte pour la prochaine levée d'ailleurs? Est-ce que c'est un objectif pour vous? Non, c'est un peu moins un objectif puisqu'on a prouvé qu'on savait être rentable. Donc là, la question, c'est quelles sont les meilleures options pour accélérer et donc pour passer à l'étape d'après. Donc, tu vois, non, peut-être pas lever de fonds, on verra, on est ouvert, on verra en fonction du marché, de la réalité. Et si on a... Nous, on est très liés au marché immobilier. Donc, tu vois, des gens... Notre question, c'est aujourd'hui, si tu me donnes 3000 clients par mois, on saura trouver les boîtes, on saura mettre les structures, on a les process, on a la boîte à outils, on a la tech pour le faire. Donc, la question, c'est, tu vois, si demain, on a un deal avec une banque qui veut accompagner tous ses clients avec une passoire énergétique G, G+, et donc qui veut les accompagner, en fait, on saura faire. Donc, tu vois, si on doit se maquer, s'adosser avec une banque ou un acteur du financement pour aller plus vite, on le fera. On est malin, et la question, c'est moi, je veux avoir le maximum d'impact et me dire que ce qu'on fait a du sens. Et donc, si les opportunités, elles sont là, il faut être opportuniste, il faut écouter, et il y a des choses qui vont se passer. Là, il y a clairement des choses qui vont se passer. Sur les 5-10 prochaines années, la rénovation énergétique des logements, ça va être le plus gros impact. Tu vas voir que là, dans les 6, 12, 10 prochains mois, le gouvernement va ne parler que de ça. Ouais, c'est un enjeu essentiel. Énorme, énorme. Et c'est le plus gros levier qu'ils ont. Donc les banques, tout le monde va se mettre en ordre de marche, ça va être long par définition, les assurances, les banques, tous ces gros financeurs, les énergéticiens, ils vont se mettre en marche. Donc il va se passer des choses. Ça veut dire qu'on va beaucoup entendre parler d'EMEA. Peut-être. Pour conclure cette première partie, avant la conclusion qu'on va avoir ensemble sur 10 questions, quels sont les principaux enseignements que tu tires de ces expériences en prenant un peu de hauteur? Ouais. Et est-ce que tu as aussi un shout-out, un remerciement à faire à un ou plusieurs de tes invests? Alors, quelles sont les leçons qu'on a? Je pense que, et d'ailleurs, ce qui est en train de se passer sur l'écosystème 2023, je pense que c'est bien. Je pense qu'en fait, faire une levée de fonds, c'est pas du tout une consécration. C'est un moyen d'aller plus haut, d'avoir plus d'ambition, d'aller plus loin. Donc ça, faut bien le garder en tête. Et c'est qu'un point de passage. C'est surtout pas une destination. Et à chaque fois que tu communiques, bravo, bravo, bravo. En fait, non, parce que la nouvelle partie, la nouvelle histoire qu'on va développer, qu'on va créer, elle commence une fois que tu as signé. Donc finalement, tu as la lune de miel, mais après, il faut se remettre au boulot. Donc en fait, la question, c'est est-ce que tu as envie d'y aller ou pas? Donc ça, c'est un peu le learning. Et je trouve qu'à chaque fois, c'est des jalons de se dire, OK, est-ce que j'ai envie d'aller jusqu'à 10 ans? Et donc là, nous, quand on l'a signé, on dit, OK, ça veut dire qu'on va jusqu'à 10 ans et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est hyper chouette. Je pense que ça permet de
C'est aussi un moyen de remercier les équipes. Tu vois, souvent, ça permet d'avoir des jalons et de te dire, tu peux remercier les équipes pour le travail fait. En général, c'est souvent une nouvelle étape, donc ça permet de cranter des nouvelles trajectoires de poste en interne, aller recruter des gens meilleurs parce qu'on n'a pas forcément les gens en interne pour structurer, pour tirer tout le monde vers le haut. Donc ça, c'est hyper bien. Et puis après, non, c'est tirer les leçons de ce qu'on fait bien, ce qu'on fait pas bien. Mine de rien, il y a plein de gens qui te challenge. Donc en fait, peut-être qu'il y a des fois, il y a des bonnes idées à choper. Et comme ils ont un intérêt de dire, OK, moi, je mettrai des sous parce que si tu fais ça ou ça, mais il y a toujours des bons trucs à tirer. Et est-ce qu'il y a un merci? Non, moi, je pense que je vais remercier les deux historiques qui sont Maximilien Brega et Stan et Pim de Daphne, parce qu'en fait, ils ont toujours été là. Et donc, moi, j'ai hâte d'aller franchir les prochaines étapes avec eux. Et puis, forcément, welcome au nouveau. Mais bon, pour le coup, on est dans la phase de lune de miel. Donc, forcément, il reste tout à faire maintenant. C'est vrai. Construire cette relation ensemble. Exactement. Pour conclure ce podcast, 10 questions. On prend, alors pour le coup, on sort de la levée de fonds. C'est des questions auxquelles tu réponds vraiment comme tu veux, ou en faisant appel à ton expérience entrepreneuriale ou personnelle. Ok. La première, c'est quoi ta plus grande fierté? C'est quoi ma plus grande fierté? Je pense que j'en ai deux. Moi, je m'amuse à dire j'ai deux bébés. Et mon premier bébé, c'était Emea, enfin dans l'ordre chronologique, je dis pas dans l'ordre d'importance, mais le premier bébé, c'était Emea. Donc en fait, par exemple, je suis déjà papa d'un premier truc et j'ai accédé à des responsabilités, je pense à un professionnalisme et de cheveux blancs aussi en passant assez tôt, parce que rien, tu vois, dès 24 ans j'ai fait, donc j'ai vu qu'il y a des bons côtés, il y a des moins bons côtés, mais ça je suis assez fier de là où on l'en est. J'ai très hâte de l'amener encore plus loin et de l'avoir grandir comme tout bébé. Et puis le deuxième, c'est ma fille et ma femme que j'embrasse très fort parce que en fait, c'est aussi une fierté. Et je pense que arriver à jongler sur les deux et pas laisser passer l'un pour l'autre et avoir un bon niveau. Tu vois, je considère vraiment que j'ai deux bébés. Je sais pas si un jour j'aurai un troisième bébé ou un quatrième, mais je trouve que c'est important et je trouve ça bien. Et en même temps, c'est une boîte, donc peut-être que j'en aurai d'autres. Là où des bébés, t'en as qu'un, enfin t'en as plusieurs, mais tu les vois grandir, donc faut pas rater les étapes. Non, c'est essentiel de vraiment garder cet équilibre-là. Voilà. Ton plus grand regret? Je vais t'aider en général. Les entrepreneurs ont beaucoup de mal à répondre à cette question. Oui, mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Moi, quand j'ai lancé, je vais faire une anecdote, mais je vais faire un coucou à mon papa, mais mon papa qui est entrepreneur, qui a monté sa boîte et qui avait plein de choses. J'étais chez EY. Et donc, plutôt bien payé, tu vois, un Big Four, un audit, donc ça faisait sérieux, ça faisait crédible, j'étais à la défense, c'était formidable. Et en fait, je me suis fait virer parce que je pense que j'étais pas bon. Et c'est probablement le plus beau coup de pied au cul que j'ai eu de ma carrière. Et donc, je les remercie énormément. Et d'ailleurs, on les a choisis en commissaire aux comptes. Donc, quoi, je suis pas rancunier comme garçon. Et en fait, je pense que par définition, les entrepreneurs, ils veulent pas avoir de regrets. Je pense. Je suis d'accord. Et donc, tu vois, à ce moment-là, je m'étais dit, je lance la boîte, 6 mois. J'y vais à fond, donc 2015. Tu vois, vraiment, je venais juste d'avoir 24 ans, donc j'étais quand même assez jeune. Et j'ai pas envie d'avoir une vie où j'ai des regrets. Peut-être que je vais me gourer, peut-être que je vais faire des conneries, mais en fait, au pire, je vais apprendre. Donc finalement, j'ai l'impression que j'ai pas de regrets. Et en tous les cas, moi, en tout cas, si j'avais des regrets là aujourd'hui, je ferais tout pour mettre en œuvre pour ne plus en avoir. Donc, tu vois, peut-être finalement, le regret, et j'essaye vraiment d'être très attentif, c'est de ne pas passer suffisamment de temps de voir ma petite fille grandir. Mais j'arrive à avoir des petits moments avec elle où je sais qu'en fait, finalement, tant que moi, mon curseur, je me dis que j'ai le bon niveau de temps que je passe avec elle et en fait, j'ai pas de regrets, ça me va. Si un jour, je me dis, putain, là, je suis en train de laisser, c'est pas bien, je prendrai un peu de vacances, je prendrai quelques jours pour aller, tu vois, pour résorber ça. Mais je pense que les entrepreneurs, par définition, n'ont pas envie d'avoir de regrets et je pense que tu as raison là-dessus. Donc, je vais donner cette réponse-là. Mais c'est pour ça que je la garde. J'adore. Quelle est la personne, le film, le bouquin, le jeu vidéo, I don't know, qui t'inspire le plus? C'est une question qui est très compliquée. J'ai plein de... Moi, j'essaye d'aller dans des endroits où je suis pas la personne la plus intelligente. Et ça, c'est un truc sur lequel je fais très gaffe. Et donc, j'essaye... Moi, j'ai plein de BA qui sont rentrés chez nous et où je me régale parce qu'en fait, j'apprends, je suis curieux. Et en fait, c'est des gens qui ont réussi. Et donc, moi, j'adore l'expression de « If you want to be a lion, train with lion ».
et je trouve ça tellement vrai. C'est que en fait, si tu restes avec les moutons, bah, tu vas être un mouton. Si tu vas avec des gens meilleurs que toi et des lions, et que toi, t'es le petit lionceau, bah, finalement, tu vas grandir et tu vas te rendre compte qu'en fait, tout est possible. Tu peux tout faire. Okay. Tu peux pas le faire en même temps, et tu peux pas tout faire en même temps, mais tu peux tout faire. Et donc ça, je trouve ça hyper bien. Et donc je me nourris un peu à droite à gauche de choses qui m'inspirent. Et si tu vois, je fais pas assez, je vais répondre sur tes regrets. J'ai un syndrome de l'imposteur, tu vois, pour aller essayer de discuter avec des gens qui m'inspirent. Moi, j'avais fait rentrer Kima et Xavier Niel. Bah, tu vois, j'avais demandé pour le rencontrer, pour faire un truc, et je l'ai jamais relancé. Et je suis sûr que d'ailleurs, s'il m'entend, j'enverrai ce truc-là. Mais tu vois, j'adorais aller faire un resto ou un déj ou un café avec lui juste une heure, parce que je trouve que c'est un entrepreneur qui m'avait donné chance. Et donc, je sors pas assez de ma zone de confort sur ces trucs-là, pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons. Après, j'ai plein de garde-fous et j'essaye je trouve que la vie est incroyable et il y a plein de gens. J'ai accès à des gens maintenant parce que j'ai une boîte, parce que j'ai pas réussi. Je suis en train de construire quelque chose qui a du sens et qui a de l'impact, mais j'ai pas encore réussi. Et donc, j'ai par des biais différents niveaux pour accéder à ces gens-là, mais je le fais pas assez. Et peut-être que tu vois, il faudrait que je me force à le faire un peu plus. Peut-être si je trouve un regret. Il faut que tu ailles voir des plus grands lions, quoi. Exactement. Ok, j'adore. Et tu vois, je pense quand je dis ça, quand j'ai lancé la première boîte, je suis allé au Galion il y a 6 ans maintenant, le Galion Project, qui est un entrepreneur. Il y a un écosystème incroyable, il y a des gens vraiment formidables. Et tu vois, j'adore me nourrir. Et maintenant, et j'ai toujours un truc que je trouve formidable, et je donne cette petite parenthèse, mais la première fois, donc c'était il y a 5 ou 6 ans, et j'ai la chance de prendre le même avion que JB Rudel. Donc JB Rudel, c'était un des cofondateurs du Galion et qui était le fondateur de Criteo, donc Nasdaq. C'était une des 2 boîtes Nasdaq en France. Tu vois, un succès incroyable. Et j'ai la chance de discuter, je sais pas, 45 minutes ou 1 heure avec lui, mais tu vois, rien n'était prévu, rien n'était truc. Et en fait, je lui pose plein de questions. Et en fait, bah, moi, je suis hyper curieux et ça m'inspire énormément. Et tu vois, et en fait, on a une discussion presque d'égal à égal. Alors en fait, finalement, j'avais 25 balais ou 26 balais, il en a 45 ou 50, je sais pas quel âge des os JB. Et en fait, il est hyper bienveillant. Et en fait, il m'accorde ce temps-là parce que, bah, en fait, on était coincés en attendant l'avion. Il n'avait pas le choix, en fait. Il n'avait pas le choix. Et c'était formidable. Et en fait, tu vois, je suis revenu. Et d'ailleurs, j'essaie de faire une fois par an un Galion Break parce qu'en fait, tu reviens avec un niveau d'énergie et de te dire, putain, en fait, il y a des gens formidables. Et alors, il faut aller discuter, il faut être curieux, faut enlever un peu la carapace de t'as combien de collaborateurs, tu fais combien de chiffres, tu fais quelle croissance, t'as levé combien. En fait, ce truc-là, on s'en fout. C'est qu'est-ce qui te drive. Et en fait, il y a des gens. J'avais pareil, un autre Galion qui a eu un succès financier monumental, qui a vendu sa boîte pour plus d'1 milliard. Et en fait, le mec, il flippait d'avoir autant de zéros sur son compte en banque. Ah ouais. Et tu te dis, putain, en fait, ce type de discussion, alors oui, il sera pas malheureux, il va mettre tout le monde en sécurité, mais en fait, c'est formidable de dire, putain, en fait t'as toujours des problèmes. Et la question, lui se demandait, putain, comment il va pas être malheureux. Ouais. Parce qu'en fait, trop d'argent, trop d'un coup. Et je trouve que c'est hyper structurant. Et avoir accès à des gens comme ça, bah, génial. Donc voilà, je remercie infiniment le Galion pour ce cible d'échange, parce que c'est trop fort. Et voilà, donc il faudrait que j'arrive à aller un peu ailleurs. Et j'adore les podcasts, tu vois, j'écoute énormément Génération Do It Yourself. Et c'est pour ça que je me prête au jeu, parce que je trouve ça génial. Et en fait, pendant 1 heure ou 2 heures, tu changes totalement ton cerveau. J'espère que les gens qui écouteront trouveront que ce que j'ai dit est intéressant et utile, qu'ils vont voir ce qu'on fait chez EMEA et qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Mais voilà, j'essaye de redonner un peu ce que j'ai reçu. De la même façon, on discutait tout à l'heure, j'essaye de faire des cours. Je participe au truc à l'école, donc l'ESTP, il y a des formations entrepreneurs, j'essaye de le faire. Et l'ESCP m'avait contacté sur les trucs entrepreneurs. Donc j'essaye de donner un petit peu de mon temps et je trouve que c'est bien. Et ça fait statut de boîte à mission, je trouve que c'est aussi cohérent. Et de temps en temps, je donne du temps, même si c'est la ressource la plus précieuse des entrepreneurs. Du coup, je rebondis sur boîte à mission. Si tu devais changer le monde, tu ferais quoi? Si je devais changer le monde, ouais, c'est une super question. Eh ben, figure-toi, donc c'est un engagement que je donne. Il faut qu'on réussisse EMEA, parce qu'un jour, j'aurais envie qu'on adosse à EMEA une fondation et qu'on soit capable de construire, et en tout cas d'avoir des fondations sur les matériaux. Les matériaux, c'est le truc sur des travaux de rénovation. Ça représente entre 40% et 60% du coût des matériaux. Et un jour, mon rêve absolu, si EMEA est une multi, est présente dans plusieurs pays et génère de l'argent et à le niveau justement à créer ce standard d'impact, de confiance, de qualité, ben, j'aimerais que chaque année, on puisse dire on a des super matériaux, tu vois, sur la pompe à chaleur, sur l'isolation, sur des fenêtres, à prix coûtant.
pour quelques personnes et tu vois, dire, en fait, c'est la fondation qui finance ça avec génial. les aides et dire, en fait, finalement, tu vois, tout le monde souhaite et rêve de quand tu réussis, tu vois, les Bill Gates, d'être philanthrope parce qu'ils ont des milliards à dépenser, mais tu vois, mine de rien, ils le font et c'est très bien. Et ben, tu vois, moi, j'aimerais que via la boîte, on puisse le faire. C'est un peu mon rêve. Je sais pas si on va y arriver. En tout cas, on va se donner les moyens de le faire. Mais si j'arrive, je serais tellement fier de me dire, bah, tu vois, je vais discuter avec les partenaires qu'on a, les Atlantiques, les Schneider Electric, ces gens qui sont sur cet impact-là. Et de dire, bah, venez, on fait un truc avec la fondation EMEA. Et donc, bah, comme on bosse avec vous depuis très longtemps, venez, on fait un truc ensemble. Voilà, c'est un appel à. Je vous enverrai le podcast, messieurs. Donc, j'espère que vous y répondrez. C'est canon. Alors du coup, j'avais une question qui est, c'est quoi ta prochaine boîte? Mais en fait, là, on a déjà une vision à 10 ans et la fondation, c'est un super projet. Enfin, à moins que... C'est un truc, voilà, je sais pas ce que fera la vie. Bien évidemment, la plus grande, je pense que les entrepreneurs, ce qu'ils cherchent en premier, c'est être capable d'être libre. Alors en fait, t'es jamais libre parce que t'as tes actionnaires. Moi, j'ai 2 actionnaires. J'ai mes actionnaires EMEA et puis j'ai mes actionnaires familiaux, ma petite fille et ma femme. Et donc en fait, j'essaye mon actionnaire majoritaire est bien évidemment ma femme, mais j'essaye de faire les deux, de les développer. Et donc, en fait, je pense que moi, j'aurais un truc où je peux avoir la liberté de dire, bah, si je veux bosser, je bosse. Parce qu'en fait, par définition, je me vois pas me tourner les pouces et j'ai un niveau d'énergie qu'il faudra que je dépense. Et j'y crois pas. Peut-être que je vais passer une semaine ou un mois à la plage, mais en fait, après, je vais me faire chier. Et il faudrait que je fasse du sport, il faudrait que je m'entretienne, il faudrait que j'aille faire des challenges sportifs. Je fais des challenges sportifs chaque année. Et donc, je veux faire ça. Mais si j'ai le luxe de pouvoir dire, bah, en fait, j'ai envie de bosser 2 semaines ou 3 semaines par mois et avoir une semaine tous les mois de vacances, de curiosité, de lire et tout, bah, je le ferai. Et donc ça, c'est, je pense, le plus beau luxe que j'aime. Et peut-être que ça marchera pas, et peut-être que je ferai autre chose. Et en fait, c'est pas grave. Je pense que je vais aller chercher ce que j'ai envie de faire. Et puis, je vais essayer de me donner les moyens. En tout cas, je veux pas avoir de regrets. On en revient à, si je me suis donné les moyens et que j'ai construit les étapes, ben, je vais le faire. Et il y a un truc que je vais rebondir là-dessus. Il y a un truc que j'adore, qui est ce que je dis souvent à nos équipes, c'est quand on écrit quelque chose, donc quand on fixe des KPIs, quand on fixe un cap, il faut écrire les choses. On s'en fout parce que probablement on va se gourer à 20 ou 30% près, en plus ou en moins, mais en tout cas le fait de l'avoir écrit, c'est déjà un premier engagement en perso. Le deuxième engagement, c'est d'en parler. Si je m'engage à faire 80% de trucs, ou si je m'engage à dire bah, qu'un jour chez EMEA, on fera une fondation, ouais. Ben en fait, tu l'as dit, mec. Donc, il y a un moment, tu t'es engagé, et donc, tu as le côté social, où en fait, si tu as la possibilité de le faire, après, encore une fois, il faut l'avoir, il faut gagner de l'argent, il faut être rentable et il faut avoir un impact massif. Mais si tu peux le faire, tu le feras. Et donc, j'adore avoir cet engagement à la fois moral et social, de dire, je l'ai fait. Tu vois, par exemple, j'ai signé le pacte avec Epic, Epic Pledge, qui je m'engage à reverser un pourcentage si je vends bien ma boîte, à des associations de mon choix. Mais en fait, je l'ai signé parce que je trouve ça important. En fait, dans tous les cas, je l'aurais fait. Mais là, tu vois, je suis capable de dire, bah, je le fais et je trouve que ce que fait Epic Foundation est génial. Et donc, bah, je continue. Tu vois, on m'a pas forcé, mais je trouve que c'est important de le faire. Génial. Donc, tu vois, dans ce modèle un peu pay it forward. Génial. Merci beaucoup Mathieu. Je te propose qu'on conclue là-dessus. Merci pour ce temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci pour tout ce partage exceptionnel qui a été le tien aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, bah, j'espère que tous ceux qui vont écouter seront contents et qu'ils n'hésitent pas à me joindre sur LinkedIn. Je réponds dans la mesure du possible. Et s'il y a besoin d'aide, si je peux aider sur des sujets, grand plaisir aussi de le faire. Donc, et j'espère que j'aurai aussi fait des vocations. Et donc, peut-être je terminerai sur un truc, si tu es d'accord. Oui, bien sûr. La levée de fonds n'est pas l'unique voie. Et c'est aussi dur d'être boulanger, d'avoir sa boulangerie, que de monter sa boîte et avoir lever de l'argent. Donc, il faut être très humble et en même temps à la fois très ambitieux. Et si vous faites votre boulangerie, bah, soyez la meilleure boulangerie du quartier, de la ville ou du monde. Et je pense que c'est aussi bien, voire peut-être même mieux que les levées de fonds. Donc, restons humbles et en même temps ayons un impact sur une chose qui nous plaise. Soyons passionnés et si on traitait les gens correctement et ce sera super. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous avez appris plein de choses sur la levée de fonds. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées pour ne rater aucun des prochains épisodes. Parlez-en autour de vous, donnez-nous 5 étoiles et n'hésitez pas à nous laisser un super commentaire. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour découvrir les coulisses du podcast et continuer à échanger avec nous. Je vous dis donc à très vite sur Let's Find Out.